bienvenue à Octopus. L'émission d'aujourd'hui portera sur l'utilisation pédagogique de l'ordinateur, ce qu'on appelle assisté par ordinateur ou EAO. Et pour bien comprendre ce qu'est l'EAO, nous allons faire une petite excursion dans deux domaines connexes, l'enseignement programmé et l'intelligence artificielle. Mais tout d'abord, Yvon va essayer une forme simple d'enseignement assisté par ordinateur appelée exercice. Bonjour Yvon. Bonjour. Oui, c'est très intéressant. Je suis en train de prendre connaissance de ce programme Logique et maths. Bon, ben alors voyons donc voir où j'en suis. Que désires-tu faire, des exercices ou un jeu? Alors, des exercices. Il s'agit uniquement de vous familiariser avec le EAO par des exercices de niveau élémentaire. Ça n'apporte aucune nouvelle information et en fait, on ne nous apprend rien de nouveau. Il faut trouver les différences entre des figures. Alors, appuyez sur Return quand tu auras fini. Bon, bien sûr, il y a la différence de grandeur, A. Voilà, bravo. Et il y a également la différence des flèches, tiens, C. Et voilà, oui. Alors, Return, bravo, 100%. J'étais comme ça à l'école, moi, toujours 100%. Pas vrai. Bon, maintenant, je vais essayer de faire des erreurs pour voir ce que la machine va me dire, comment elle va répondre. La forme B. Alors, la flèche A. Voilà, oui. Et ensuite, l'épaisseur C. Voilà, oui. Résultat brillant, extraordinaire. Alors voilà, un jeu, mais un jeu pour apprendre. C'est très intéressant. Alors, en réalité, l'ordinateur m'a simplement proposé quelques exercices. Exactement, oui. Essayez donc celui qui est sur le PET. Il y a sur ce disque un programme qui a été spécialement conçu pour illustrer les divers niveaux d'exercice. Ah, alors là, nous allons jouer. Premier niveau, on vous indique que vous vous trompez lorsque vous faites une erreur. Il suffit d'appuyer sur l'astérisque pour passer au... Bon, alors d'abord, c'est le refus simple. Qu'est-ce qui fait waf waf? Oui, bon, alors disons un chat. Non, essayez encore. Bon, alors qu'est-ce qui fait waf waf? Évidemment, c'est un chien. Voilà. Alors l'astérisque pour passer au second niveau, qui lui est le refus sélectif. Qu'est-ce qui fait tweet? Tout le monde sait que c'est un oiseau. Oh, 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 qu'est-ce que c'est ça? À ce niveau, seules les touches qui correspondent au bon mot fonctionnent. Si vous tentez d'écrire un autre mot, les touches bloquent. Qu'est-ce qui fait tweet? C'est pas un oiseau? Une souris qui fait tweet. Bon, à un autre niveau, l'astérisque. Cette fois, la réponse corrigée. Bon, alors qu'est-ce qui fait miaou? Miaou, c'est le minou. C'est pas le minou. Dans cet exercice, lorsque vous appuyez sur la mauvaise touche, l'ordinateur corrige. Bon, alors qu'est-ce qui fait me? Évidemment, c'est le veau. V. Ah non, c'est la vache. L'astérix. L'ordinateur vous aide encore plus. Il complète graduellement le mot pour vous. Alors l'ordinateur dit non, ça commence par C. C'est le cochon. Non, ça commence par CH. Alors, donc, waf waf, c'est un chien. Voilà un autre niveau démontré. Maintenant, un autre. L'explication de l'erreur. Ici, l'ordinateur vous explique votre mauvaise réponse et vous donne des renseignements pour vous aider à trouver la bonne. Alors, qu'est-ce qui fait tweet? C'est le chat. Faux. Le chat fait miaou. La souris. Voilà. C'est faux. Le chien fait waf waf. Ce dernier niveau d'apprentissage et d'exercice se rapproche d'une deuxième forme d'enseignement assisté, l'enseignement tutoriel, dans lequel l'ordinateur imite le comportement d'un professeur privé. Et comment tout ça fonctionne-t-il? Eh bien, l'enseignement assisté par ordinateur, c'est en fait de l'enseignement programmé sur ordinateur. Et voyons un peu comment cette notion a évolué. Voici un modèle très simplifié de tutoriel avec un professeur et un élève. Le professeur prend un bloc d'une matière, les mathématiques, ou l'histoire, ou la physique, ou un autre sujet quelconque. Il le fractionne en petits éléments d'information faciles à assimiler. Il dispose ces éléments dans une séquence logique. Et ensuite, il introduit le premier élément
dans l'esprit de son élève. Avant de passer à l'élément numéro 2, il pose une question à l'élève pour vérifier s'il a bien compris l'élément numéro 1. Et si l'élève répond correctement, le professeur introduit le deuxième élément dans son esprit. Il lui pose une autre question, et ainsi de suite. Mais si la réponse de l'élève est incorrecte, le professeur lui présente à nouveau le premier élément d'information, peut-être sous un autre angle cette fois, ou il le divise en éléments encore plus petits. Et il continuera ainsi jusqu'à ce qu'il soit tout à fait certain que son élève ait compris l'élément numéro 1 et qu'il peut passer sans risque à l'élément d'information suivant. Tout cela est très bien, mais bien entendu, dans un système d'éducation de masse, on ne peut pas se permettre le luxe d'un professeur par élève. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir un manuel par élève. Et dans les années 50, cela a donné une idée aux psychopédagogues de l'enseignement. Ils ont décidé de prendre un manuel, de le diviser en petits éléments d'information faciles à assimiler, de disposer ces éléments dans une séquence logique, de présenter le premier élément à l'élève et de lui poser ensuite une question avec plusieurs réponses au choix pour vérifier s'il a compris, avant de lui présenter l'élément suivant ou de l'orienter vers une séquence corrective appropriée. L'instruction programmée était née. C'était une première tentative de tutoriel automatisé. Mais le manuel d'enseignement programmé était difficile à utiliser et il fallait tourner beaucoup de pages. C'est pourquoi dans les années 60, on a inventé la machine à enseigner, afin de tourner les pages mécaniquement, pour ainsi dire. Mais ces machines étaient très encombrantes. C'est pourquoi dans les années 70, quand le prix de l'ordinateur est devenu abordable pour les écoles, il a remplacé la machine à enseigner pour tourner les pages électroniquement, en quelque sorte. Et c'est ainsi que l'enseignement programmé a évolué depuis le texte mécanisé jusqu'à la machine à enseigner et jusqu'à l'ordinateur. Alors, les cours programmés sur ordinateur, cela s'appelle l'EAO, enseignement assisté par ordinateur. C'est exact, Yvan. Pour en avoir une démonstration, allez au Commodore 64 qui est sur le comptoir. Oui. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de cours en EAO, mais aujourd'hui, il devient assez difficile de trouver un programme qui soit uniquement un cours sur micro-ordinateur. Bon, alors Yvon, expliquez-moi ce que c'est. Ben, c'est une histoire. Une histoire. T-O-I-R-E. Bon, c'est exact, mais le mot légende a une autre signification importante. Des symboles. Alors, quelle serait, à votre avis, la signification des cercles bleus sur la carte? Oui, enfin, les cercles bleus, j'imagine que c'est l'eau. Mais il faut que je fasse encore ici des erreurs pour que la machine puisse démontrer sa réaction. Alors, je vais dire... tiens, des oiseaux. Non. Un cercle bleu représente une étendue d'eau, comme un lac ou une mer. Quel est le symbole qui représente les oiseaux? Alors, le symbole... Ah oui, c'est le petit crochet avec la pointe. Presque. Quel est le symbole qui ressemble à celui-ci, mais qui est dirigé dans l'autre sens? Ah, vers la gauche. Eh bien, c'est exact. C'est comme si l'on dialoguait avec le professeur, hein? Mais est-ce que c'est la même technique que j'avais utilisée dans l'émission précédente pour le quiz d'histoire? Oui, le programmeur prévoit les réponses que donne l'élève. Justement, le programme Légende a été écrit dans un langage qui s'appelle Pilote, soit Programmed Inquiry Learning or Teaching, ce qui signifie en français question, apprentissage ou enseignement programmé. Et comment ça fonctionne, le pilote? Je vous donne un exemple. Dans le programme, T veut dire type, c'est-à-dire écrivez. A veut dire answer, pour répondre, et N signifie match, soit équivaut à. Disons par exemple que la réponse à une question est Everest. L'instruction TY, écrire si oui, dit à l'ordinateur d'écrire exact si la réponse de l'étudiant équivaut à Everest. Et si la réponse de l'étudiant ne correspond pas à Everest, l'instruction TN, écrire sinon, lui dit de répondre non, recommencer. Maintenant, Yvon, allez à l'ordinateur Apple qui est à votre gauche. Voilà. Quel est votre prénom? Quel genre de problème voulez-vous
3 multiplications. Ah, bon, alors. Ce n'est pas uniquement un exercice. Plus vous donnez des réponses correctes et plus les questions deviennent difficiles. Je vais donner des mauvaises réponses pour voir comment leur dire. Alors, 3 fois 5, 20. Ah, voilà. La table de multiplication. Trouvez la bonne réponse, fermez les yeux et dites-la à haute voix. 15. Ah bon? Si on prenait un autre exemple, Yvon, regardez le programme qui est sur l'Atari et qui s'appelle My First Alphabet, mon premier alphabet. Oui. Alors vous prenez les lettres. Bon, alors select. Maintenant vous appuyez sur Start. Dans ce programme, l'enfant est récompensé lorsqu'il appuie sur la touche qui correspond à la lettre figurant à l'écran. Ah oui? Bon, très bien. Alors une première lettre. C'est ça, un A. Vive les Canadiens! Ah, c'est plus difficile, hein? Ah oui, 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 oui. Un Indien, un chef indien, un grand chef avec beaucoup de plumes. Voilà pour le I. C'est formidable. Oui, Yvon, c'est un programme qui utilise pleinement les graphismes, les sons et l'animation. Mais s'agit-il d'un exercice ou bien d'un cours? Comment le classeriez-vous? C'est difficile à dire. De toute façon, le résultat est le même, on apprend, hein, puis c'est amusant. Évoluer. On utilise de plus en plus l'ordinateur pour étayer l'enseignement d'effets spéciaux qu'on serait incapable de produire autrement. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que les étudiants aujourd'hui sont absolument privilégiés d'avoir de tels outils d'apprentissage. Voilà, nous venons de voir quelques-uns des meilleurs programmes disponibles. Car la grande majorité des didacticiels ne sont guère que des variantes autour du thème de l'exercice. La plupart des programmes d'enseignement assistés par ordinateur de qualité supérieure se trouvent dans de gros ordinateurs auxquels on peut accéder à l'aide d'un terminal. L'Institut ontarien d'études en éducation nous en fournit un excellent exemple. Il utilise un système qui porte le nom de CAN 8. Voici un exemple destiné aux classes de mathématiques de la 7e à la 10e année basé sur le thème des formes. On peut l'utiliser pour faire passer des épreuves ou pour l'enseignement. Prenons l'enseignement. Les premières figures géométriques seront des triangles dont les côtés sont en mesure métrique. Le triangle scalène est en bleu, le triangle isocèle est en mauve, le triangle équilatéral en vert pâle. Les quadrilatères portent différents noms. Trapèze, parallélogramme, losange, rectangle et le simple carré. Les élèves peuvent revoir certains problèmes avant de passer au questionnaire permettant de vérifier s'ils ont bien compris ce qui leur a été enseigné auparavant. Si l'élève le désire, il peut choisir de 1 à 5 exercices de révision. L'ordinateur crée alors un choix de questions. Si je veux indiquer quelle figure est un losange, je sélectionne la lettre A. Réponse exacte. Après avoir terminé mes exercices de révision, je passe aux épreuves réelles. Je choisis B. Et je vois aussitôt que C était la bonne réponse, non pas B. On utilise l'analyse statistique pour éviter que l'élève ne perde du temps en cours d'épreuve. Nous pouvons interrompre l'épreuve très rapidement si l'élève démontre qu'il ne maîtrise pas le sujet et revenir aux leçons. Nous faisons appel à un vaste éventail de techniques d'enseignement. Cela va du simple exercice pratique dont on tire toujours profit à l'enseignement individuel par le biais de simulations. C'est l'élève lui-même qui programme l'ordinateur. La compagnie Xerox a mis au point en Californie un système qui s'appelle Interlisp. L'ensemble Interlisp D est un atelier de travail efficace extrêmement bien équipé dans lequel il est possible de pratiquement tout rassembler. En concevant ce système,
nous avons voulu édifier un système d'enseignement intelligent basé sur un exercice d'arithmétique, un jeu baptisé la conquête de l'Ouest. Il est destiné à noter les progrès de l'élève et à introduire les questions complexes au moment où nous le jugeons bon, en comparant leur réaction à celles qu'un expert aurait dans des situations exactement identiques. Le système que vous voyez là comporte toutes sortes de cases, et je contrôle la majeure partie de ce qui se passe dans ces cases au moyen d'un dispositif appelé la souris. Cet appareil est de maniement facile, ce qui permet d'éviter les atermoiements. La conquête de l'Ouest est un jeu à panneaux linéaires. Je vois afficher « Sélection avant continuation ». Je vais donc appuyer sur l'un des boutons de la souris, ce qui va amener l'ordinateur à produire 3 chiffres aléatoires à partir de ces disques. Le propos du jeu consiste à prendre ces 3 chiffres et à établir une formule arithmétique par addition, soustraction, multiplication ou division. Le résultat de cette formule mathématique détermine la progression sur le panneau. Dans le but de compliquer le jeu, on crée de plus gros chiffres. Il faut effectuer certaines manœuvres quand on tombe sur une ville à la fin de son tour. On avance automatiquement à la ville suivante. Il y a aussi des raccourcis et une règle de jeu voulant que si vous tombez dans un même carré, c'est à votre adversaire de jouer. Un obstacle vous fait reculer de 2 villes. Cependant, la plupart des élèves qui jouent à ce jeu n'en voient pas toutes les possibilités. Ils ont tendance à s'enferrer dans une tactique préparant la meilleure manœuvre possible et ils poursuivent cette tactique d'un bout à l'autre. En arrière-plan, un ordinateur a établi un modèle de nos forces et de nos faiblesses. Il a estimé que le moment d'intervenir était venu à partir d'un processus de raisonnement constatant que je n'ai pas effectué de division. L'ordinateur intervient donc pour suggérer une manœuvre adéquate. Vous voulez un exemple? Il me montre effectivement quelle aurait été la meilleure manœuvre. Ça m'aurait donné la chance de reprendre mon tour et de continuer mon processus. C'est ce qui se produit. Nous avons donc cherché à créer un milieu dans lequel l'élève pourrait faire ce que bon lui semblerait. Mais la machine sait certaines choses parce que nous les avons programmées et elle est en mesure de faire appel à ses connaissances pour aider l'élève à découvrir les structures de base. L'élève n'est pas livré à lui-même. Il dispose d'un guide, d'un soutien. Ce programme Interlisp, c'est un vrai professeur? Est-ce que les ordinateurs vont pas bientôt finir éventuellement par remplacer les professeurs? Oh, c'est fort peu probable, Yvon. Ah ouais, mais si c'est possible de dialoguer avec un ordinateur, c'est comme si on avait une conversation avec un être humain, non? Oui, s'il était possible d'avoir un véritable dialogue avec un ordinateur. Mais ça, c'est un énorme si. Pour vous donner un exemple, voyons le programme ELISA. Il y en a une version simplifiée sur l'ordinateur PET. ELISA simule le genre de conversation que vous pourriez avoir avec un psychiatre. Alors faites semblant d'avoir un problème d'ordre psychiatrique. Un gros problème psychiatrique. Hein. Je me sens déprimé. Je me sens déprimé. Bon. Depuis combien de temps vous sentez-vous déprimé? Je ne vous regarde pas. Depuis que ma fille est partie. Partie. Donnez-moi plus de détails sur votre famille. Ma fille est très... Poursuivez. Mais... Est-ce que ça vous affecterait pas, vous? Il s'agit de vous et non de moi. Eh bien, dites donc, soyez poli. Voilà. Auriez-vous peur des ordinateurs par hasard? C'est incroyable. C'est comme si la machine avait réellement compris ce que je disais. Hein? Naturellement, il n'en est rien. Tout ça, ça n'est qu'un truc. En réalité, la machine dispose d'un certain nombre de phrases enregistrées comme « Dites-moi ce qui vous tracasse ». Mais ça avait pourtant l'air de ne pas se produire au hasard. Si vous commencez une phrase par « Je suis », l'ordinateur va commencer sa question par « Depuis combien de temps êtes-vous » Pourtant, la machine ne vous comprend pas. Pour vous en rendre compte, écrivez donc quelque chose qui n'a aucun sens. Bon, alors, et return.
Ah, je vois, l'ordinateur n'a pas la moindre idée de ce que je raconte. Il ne peut faire que ce que le programmeur lui a dit de faire. Il n'avait pas prévu votre réponse dénuée de sens, et par conséquent, l'ordinateur ne peut que vous retourner la phrase et vous la renvoyer comme un perroquet. Et alors, est-ce que le programmeur doit toujours fournir à l'avance tous les renseignements à l'ordinateur? Non, pas toujours. Il existe une autre technique qui permet à l'ordinateur d'apprendre au fur et à mesure que vous lui donnez des indications. Vous en avez un exemple sur le TRS-80. Alors voilà, c'est prêt, j'y suis. Ici, vous aidez l'ordinateur à poser des questions pour cerner de plus en plus près l'animal auquel vous pensez. En même temps, il allonge la liste d'animaux qu'il est capable d'identifier. Alors voici ma première question. Est-ce qu'il vit sur Terre? Eh bien non. Est-il plus grand que vous? Ben non. Est-ce un goupille? Ben non. Écrivez le nom de l'animal auquel vous pensez et faites return. C'est un oiseau. Canard. Je ne connais pas la différence entre un canard et un goupille. Pour m'aider à apprendre, faites une phrase et dites-moi ce qui distingue un canard d'un goupille. Plume? Eh oui. Merci, je vais le retenir. Vous êtes bien aimable. Ici, vous aidez l'ordinateur à poser des questions pour cerner de plus en plus près l'animal auquel vous pensez. En même temps, il allonge la liste d'animaux qu'il est capable d'identifier. Naturellement, il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Revenons à l'exemple d'une conversation avec un ordinateur. À bien des égards, l'ordinateur, c'est comme un nouveau-né. Et essayer d'engager une conversation avec lui présente le même genre de difficulté. Tout d'abord, il ne comprend pas un mot de ce que vous dites, simplement parce qu'il ne connaît aucun mot. Il faut lui enseigner tout son vocabulaire, syllabe par syllabe. La deuxième difficulté que les bébés et les ordinateurs ont en commun dans la conversation, c'est que même après avoir appris à parler, ils n'ont pas encore grand-chose à dire. Pour en arriver là, il faut de l'expérience. C'est ici que les bébés et les ordinateurs prennent des chemins différents. En grandissant, le bébé va acquérir de plus en plus d'expérience mentale. Mais ce n'est pas tout. Il va également acquérir de plus en plus d'expérience physique. Il va apprendre à manier des objets, à marcher, à s'asseoir sur une chaise. Et il va également acquérir de l'expérience affective, se mettre en colère, être heureux, être triste. Et c'est ainsi qu'en avançant en âge, les humains acquièrent une expérience mentale, physique et affective de plus en plus vaste, qui leur permet de mieux s'exprimer. Ce n'est pas le cas pour le pauvre ordinateur. Si nous pouvons le programmer avec une certaine expérience mentale, nous ne pouvons jamais lui donner une expérience physique. Il n'apprendra jamais à s'asseoir sur une chaise, par exemple, parce qu'il n'a rien qui lui permette de s'asseoir. Il n'a pas de corps. Et l'ordinateur ne pourra jamais non plus acquérir de l'expérience affective. Il n'apprendra jamais comment être en colère, ou heureux, ou triste. C'est parce qu'il n'éprouve aucune émotion, ni aucun sentiment quelconque. Donc, la seule façon de donner à un ordinateur les mêmes aptitudes à la conversation qu'un être humain adulte, ce serait de rédiger un programme qui contiendrait non seulement l'expérience mentale d'une vie entière, mais aussi des descriptions de l'expérience physique et affective d'une vie entière. Prenons juste un exemple. Si l'ordinateur trouve une phrase comme « Au champ, on connaît l'oiseau », même si ces mots ont été programmés dans sa mémoire, il ne peut pas comprendre cette phrase, car, comme le langage humain, elle est ambiguë. Cette phrase peut signifier une chose pour un ornithologue et tout autre chose pour un écrivain. Et bien sûr, l'ordinateur n'a aucune expérience, ni de la littérature, ni du monde des oiseaux. Il n'a aucune sorte d'expérience. C'est un nouveau-né qui ne grandira jamais. Alors il n'y a pas de danger de voir les ordinateurs remplacer les professeurs, n'est-ce pas? Non, vraiment pas. Et on ne devrait même pas essayer de faire imiter le comportement humain par les ordinateurs. Il y a tellement de choses que les ordinateurs font mieux que les humains. Le classement, la manipulation de l'élément temps, l'animation interactive, un tas de choses. C'est ce qui est attrayant dans les jeux vidéo.
Justement, plusieurs éducateurs soulignent qu'avec l'ordinateur, l'enseignement par le jeu est plus prometteur que l'enseignement tutoriel. C'est ce que nous verrons d'ailleurs dans la prochaine émission. Nous examinerons comment on peut utiliser les jeux à des fins éducatives. Et voilà, je l'ai. Alors d'ici là, c'est Claudia qui vous dit au revoir au nom d'Octopus. Et moi aussi, je vous dis au revoir, à bientôt.